Nous sommes de retour, sortir du colonialisme 89.4 sur Radio Libertaire. Je suis désolée, vraiment désolée, on va devoir encore improviser parce que les invités sont toujours par là, alors qu'elles doivent parler de quelque chose d'extrêmement important. C'est un mouvement qui s'appelle donc Idle No More. Alors je ne vous laisse pas languir plus longtemps. Ça veut dire textuellement plus jamais l'inaction, plus jamais l'apathie. Donc on voulait les interroger sur les origines de ce mouvement, comment il s'est développé, où il est né effectivement, et quelles sont les déclinaisons en France, et surtout quelles sont les articulations avec les autres luttes qui pourraient s'enchaîner. Il me semble avoir entendu non pas la porte sonner, mais la lumière s'allumer, ce qui laisserait supposer qu'une de nos invitées est là. Donc voilà, on attend quelques minutes pour la recevoir. C'est bon. Alors voilà, on me fait signe en régie que c'est bon et que nous avons nos invités. Donc bonjour. Les deux sont là, c'est parfait. Bonjour les filles, installez-vous. Alors, je vous cueille un petit peu comme ça à vif. On était justement en train de parler j'annonçais donc votre arrivée, et on parlait de la signification en fait et de l'origine de Idle No More. Donc j'ai traduit selon les traductions officielles. Ça veut dire plus jamais l'apathie. Est-ce que ça peut s'apparenter au Yabasta des apatistes ? Ça suffit ? Peut-être ? Oui, non. Oui, il y a quelque chose du mouvement en plus supplémentaire. Oui. Parce que c'est fini la passivité, plus jamais inactif. Bon, Yabasta, c'est un ras-le-bol, ça peut être, c'est pas forcément dans l'action en fait. Oui. Je pense que Idle No More, c'est une déclaration, alors que l'autre, déclaration de, on se met debout. Ok. Et donc c'est un mouvement qui est né, merci. Ce que je trouve intéressant dans ce mouvement, c'est que il est né au Canada et il s'est développé de façon internationale. Vous allez nous en parler. Je vous ai pas présenté, c'est Emmanuelle et Maria qui sont coordinatrices du mouvement Idle No More France. Bonjour. Bonjour les filles, tranquille. Bonjour. On va vous apporter des verres d'eau, tout ça, vous inquiétez pas. Et et c'est donc un mouvement qui a été créé par des femmes. Il y a vraiment une dimension très féminine et féministe dans le mouvement. Oui, le mouvement est d'origine. On peut dire un peu matriarche, parce que ce mouvement est né de 4 femmes au Canada, qui sont 4 femmes natives, alors qui sont Nina Wilson, Sylvia Macadam, Jessica Gordon et Cilla McLean, qui ont lancé le mouvement officiellement le 2 décembre 2012. Donc tout récent, un mouvement tout jeune. C'est un mouvement qui est très 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 jeune, mais qui pourtant a déjà pris quand même une certaine ampleur. Mais oui, tant mieux, grâce à vos... on les développera plus tard, au type d'action que vous menez. Et justement, comme vous parliez de la femme, justement, c'est des actions qui prônent la non-violence. Oui, important, le pacifisme. En fait, les femmes, on met les enfants au monde, et on estime qu'en effet, par rapport à ce devoir-là, on doit faire quelque chose pour nos enfants, on doit faire quelque chose pour les 7 prochaines générations, les enfants de nos enfants, les petits-enfants. Et pour ça, moi, je ne veux pas mettre des enfants au monde, et Emmanuel, des enfants au monde, qui vont se battre entre eux. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les actions prônent la non-violence, en fait. Et c'est très important. Donc du coup, est-ce que votre mouvement... c'est un mouvement qui est d'essence principalement philosophique, idéologique et pas du tout politique ? Ou est-ce que, au contraire, vous cherchez aussi à tisser des liens avec des luttes politiques qui vous ressemblent ? Alors, le mouvement, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche en elle-même, Idle No More, est en soi une démarche politique, mine de rien, puisque ça s'inscrit dans une lutte. Oui. Mais la chose très importante pour Idle No More, c'est que juste la lutte que nous menons doit être fondamentalement non violente et apolitique. Parce que, autrement dit, on risque de s'exposer à les causes que l'on va défendre risquent d'en pâtir. Ouais. Et nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est les causes pour lesquelles on mène des luttes de manière non violente, mais de manière active quand même. Quand vous dites pas politique, c'est-à-dire pas politicien au sens récupération par les partis, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, un mouvement on peut dire, qui lutte contre le colonialisme environnemental, c'est éminemment politique. Oui, la démarche en elle-même l'est, mais politisée, non. D'accord. Au sens classique du terme. Oui, non, mais oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Et donc, c'est une lutte des communautés natives au départ, mais qui s'est étendue. Oui, dans le sens où, en fait, les natifs, ils ont un équilibre et un mode de vie en harmonie avec la nature. Donc en fait, pour eux c'est normal, c'est pas quelque chose de prendre soin. La notion d'écologie n'est pas nouveau en fait pour les peuples autochtones. Maintenant en effet, la lutte s'est étendue aux non-autochtones parce que justement toutes les personnes sensibles à l'environnement, à l'avenir de la planète, se sont tout à fait rejoints dans les valeurs des natifs et des autochtones.
Donc, en effet, beaucoup de personnes, beaucoup d'écologistes, des scientifiques aussi, se sont rejoints à cette cause des autochtones parce qu'ils sont tout à fait conscients qu'ils ont raison. D'ailleurs, de plus en plus on avance dans la science et plus on s'aperçoit que toutes les fondamentaux, je ne sais pas comment dire, les choses, les fondamentaux des autochtones sont vrais en fait. Les scientifiques le prouvent à leur façon. Les autochtones le croient, ça fait partie de leur mode de vie. Et voilà, de plus en plus, on montre tout ça, que tout ce que pensent les autochtones, ça existe et c'est prouvé scientifiquement. Donc lutter contre les prédations des multinationales, par exemple, c'est aussi mettre en avant ce rapport à la terre-mère qui est important dans vos textes. Tout à fait. Développez, s'il vous plaît. C'est sympa, tout à fait, mais allez-y, parlez. Donc oui, la question du rapport à la terre. Oui, ouais. Qui est essentiel, qui est vraiment au cœur donc c'est vrai que le cœur, la plupart des actions, donc ça a commencé, c'est vrai, c'était par rapport à la défense des territoires, la défense de l'eau, l'accès à l'eau potable. Il y a énormément d'endroits où on fait de plus en plus de mines. Enfin, il y a beaucoup d'actions ont été contre des nouveaux projets, alors qu'il y en a déjà énormément, mais il s'en crée toujours des nouveaux projets miniers, des nouveaux projets de barrages qui, à chaque fois, impactent directement les populations là où elles vivent. Le truc le plus médiatisé actuellement, entre guillemets, parce que ça passe quand même pas sur TF1, il y a quand même l'exemple de Belo Monte. On sait pertinemment qu'on est en train de tuer le poumon de la planète, l'Amazonie. On sait pertinemment que des millions de personnes qui vivent le long des fleuves sont condamnées à l'extinction. On sait qu'on condamne un savoir de tous ces gens-là aussi, parce que du coup, on condamne ces peuples-là à l'extinction. On sait qu'on va tuer des espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs, qu'on va tuer des possibilités médicales de plantes qui n'existent que là aussi. Et malgré tout, on fait. On continue, oui. On continue. Le barrage a repris. Il y a eu plein de luttes, plein de gens différents. Donc c'est un exemple parmi d'autres pour dire que oui, ce qui fait qu'on bouge et qu'on se met en action, c'est ça, c'est de refuser que tout ça se passe. C'est d'autant plus important de le dire que pour certaines personnes qui connaissent pas votre mouvement, c'est vrai que ça bénéficie, entre guillemets, d'une sorte d'aura un peu mystique, New Age, enfin des choses comme ça, alors qu'en réalité, vous êtes au cœur des luttes, puisque Belo Monte, c'est une lutte effectivement très actuelle, contemporaine, violente, très dure, sur laquelle, il y a très très peu d'informations. Et donc, je voulais en fait insister sur le fait que, bien sûr, vous avez cette dimension peut-être mystique, mais dans un sens tout à fait, pas péjoratif, mais aussi d'activisme. Oui, et surtout par rapport, et surtout si on se réfère à la genèse du mouvement Aidellouement. Il faut savoir que il est effectivement parti du Canada, mais il est parti pour une raison qui est assez grave quand même. C'est parce que il est né c'est issu de deux lois deux cortèges de lois qu'on appelle des lois mammouth et des lois omnibus, parce qu'elles à l'intérieur de ces lois, il y a énormément ce sont des lois fourre-tout, alors qui touchent aux voies de navigation, qui remettent en question les lois indiennes, qui remettent en question les traités, qui remettent aussi en question les classifications environnementales. Et dans ces lois principales, qui sont les fameuses lois C38 et C45. Au Canada, tout ça. Au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada est couvert d'énormément de points d'eau et de cours d'eau. Le Canada, évidemment, territoire très vaste, mais la couverture du territoire est couverte environ à peu près entre les points d'eau et les rivières et les cours d'eau, entre une dizaine de milliers et 2,5 millions de cours d'eau. Effectivement, on n'imagine pas, c'est sûr. On n'imagine pas. Et avec la loi C45 alors la loi C38 a été au mois de juin et la loi C45 a été au mois de décembre. D'où la naissance du mouvement Aidellouement. C'est à la suite, en réaction à ces lois. Surtout en réaction à la loi C45. À l'issue de cette loi, 99% des cours d'eau canadiens ont été déclassifiés en zone protégée. Ça veut dire que à l'issue de la loi C45, il n'y avait plus que 62 rivières classées protégées et 90 lacs classés protégés. C'est, compte tenu des chiffres que j'ai donnés avant, de la proportion que j'ai donnée avant, c'est énorme. Et ça touche évidemment les voies de navigation, ça touche les espèces protégées, notamment les espèces qui alertent une fois qu'elles sont contaminées, des contaminations faites par les industriels, les déchets, des déversements des déchets industriels dans les cours d'eau. Donc ça, et puis, mais en fait, tout ça a été fait
suite à à des dispositions du gouvernement canadien sans consultation des peuples concernés. Sans consultation, ils n'ont pas eu voix au chapitre. Les peuples natifs ont été complètement exclus du processus d'emblée. Alors que ça les concerne. Mais c'est de la prédation de leurs terres aussi, de leur écosystème. Tout à fait. Ils sont impactés les premiers, et ensuite l'ensemble des citoyens canadiens l'est aussi. Ouais. Donc c'est parti peut-être d'eux, mais ça concernait pas seulement qu'eux, ça concerne l'ensemble des citoyens et des populations locales qui habitent dans les zones qui vont être concernées au Canada. Et donc ça revient effectivement. C'est pas que ça a quelque chose de véritablement concret sur le terrain. Parce que les enjeux sont quand même assez conséquents, surtout que c'est au profit de multinationales. Et c'est normal, notamment, c'est pour pouvoir favoriser la captation des terres pour répondre et satisfaire à un projet de pipeline qui a été signé entre les États-Unis, la Chine, et qui va acheminer le pétrole canadien vers la Chine et les États-Unis, et qui va permettre aussi la mise en place de projets miniers de gaz de schiste. Donc on se retrouve sur les thématiques qu'on dénonce aussi sur notre action contre la France-Afrique, d'extractivisme, d'accaparement des terres. C'est vraiment des problématiques qui sont très très liées. Oui. Et c'est important, donc ce qui est important dans votre mouvement, et je crois qu'on en avait parlé aussi puisqu'on s'est rencontrés plus d'une fois, c'est de faire converger effectivement tous ces mécontentements et de montrer qu'il y a une façon de les agréger qui peut être mener une lutte solidaire. Je vais vous laisser reprendre votre parce que je vous ai un petit peu cueilli à froid. Et que diriez-vous d'écouter un petit morceau de musique? Alors je le dis pour les auditeurs, toute la programmation musicale aujourd'hui, sauf le dernier morceau, c'est un groupe qui s'appelle Idle No More. Donc quand même, la connexion, elle est toute trouvée.
morceau de Idle No More. Je rappelle le numéro auquel vous pouvez nous appeler, le 01 43 71 89 40. Et on continue la discussion avec Emmanuelle et Maria, qui sont coordinatrices du mouvement en France. Donc, on va expliquer aussi comment ce chemin du Canada à la France, comment le mouvement s'est-il internationalisé en arrivant ici, enfin, pour arriver jusqu'ici. Alors, on va procéder par étapes dans les grandes lignes, parce l'arrivée du mouvement en France est directement liée à la genèse première du mouvement. Ah oui, il y a une cohérence dans mes questions, c'est trop bien. Ah bah oui, tout à fait. Alors, quand le mouvement a été lancé le 2 décembre, il y a eu, juste après, une importante manifestation le 10 décembre à Calgary. 2012 2012. D'accord. 2012. Et ensuite, juste après cette énorme mobilisation, le 11 décembre, la chef Teresa Spence, de la tribu des Attawapistak, a fait une grève de la faim, une longue grève de la faim de 44 jours. Oui, j'ai vu ça, 44 jours où elle ne prenait que de l'eau et du thé. Que de l'eau et du thé. Elle était dans un tipi sur le territoire, sur le territoire d'Ottawa, pour pouvoir justement alerter le gouvernement canadien pour qu'ils aient une entrevue, puisque de fait, comme j'expliquais, les Amérindiens ont les Premières Nations ont directement été exclus d'office de tous les dispositifs des lois Omnibus C45 et C38. Donc elle a voulu qu'on les intègre, enfin surtout qu'on les entende, et qu'on entende leurs doléances. Donc c'est pour ça qu'elle a fait cette grève de la faim, et surtout qu'elle voulait signifier la fin de l'inertie qu'il y avait entre les positions du gouvernement canadien et les peuples des nations premières. Qui ne réagissaient pas face aux violences qui leur étaient faites. Tout à fait. Et en même temps, ce qu'il y a eu aussi, c'est que cette grève de la faim a permis l'unification aussi des peuples des Premières Nations au Canada. Est-ce qu'on peut juste, excuse-moi de t'interrompre, quand on dit peuple des Premières Nations, est-ce qu'on peut juste donner une petite... Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité ? Alors, englobe on dit natif, Premières Nations, peuple autochtone. Ça rejoint au peuple amérindien. On dit amérindien, je pensais que c'était un terme colonialiste de dire amérindien. Oui, c'est pour ça qu'on préfère le terme nation, Première Nation. D'accord. Et les Inuits sont aussi considérés comme Première Nation ? Tout à fait. Ça aussi, c'est une lutte qui n'est pas du tout médiatisée, la lutte du peuple Inuit, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est important, effectivement, C'est vrai que effectivement, comme on est issu d'une histoire qui est liée au colonialisme du monde, et le champ sémantique des termes est quand même assez important. Les mots sont importants, on le dit régulièrement. Tout à fait. Ouais. Alors c'est pour ça que les peuples préfèrent moins le terme amérindien, mais préfèrent le terme Première Nation. Ok. Donc excuse-moi, oui, je t'ai interrompu. Donc on parlait de la grève de la faim de la chef. Donc la chef de Teresa Spence, une fois qu'elle a fait pendant qu'elle faisait sa grève, ça a fédéré un petit peu tous les peuples, et ils ont effectué, au bout du 24e jour, ils se sont rassemblés et ils ont effectué une très longue marche de 400 km qui a eu comme point d'arrivée la tribu de la chef Teresa Spence à Attawapistak. Après cette longue marche, enfin le gouvernement canadien a accepté des premières entrevues, mais il y a eu encore d'autres mouvements de lutte. Donc une fois que par rapport à ceci a été un petit peu connu en France, et pour relayer et en soutien de ce qui s'est passé, de ce qui se passait dans le moment au Canada, le mouvement Idle No More en France est né par solidarité internationale, en fait. Tout à fait, par solidarité internationale, le 16 février 2013. Et juste après, le mouvement s'est amplifié et internationalisé. Le mouvement s'est propagé à l'Australie. Il y a Idle No More en Australie qui a été créé juste après. Aux États-Unis, forcément, parce qu'il y a aussi énormément. Ils sont ils sont aussi parqués, ils sont aussi dans des réserves. Ils ont aussi donc ça a énormément. Est-ce que vous travaillez avec les camarades du CSIA ici, puisqu'on les a reçus déjà, et c'est vrai qu'ils travaillent aussi sur la question des... Absolument pas. C'est une volonté ou Non, pas spécialement. C'est parce que, comme justement, on est un peu un mouvement qui est apolitique, c'est très important pour nous. D'accord. C'est pas fermé. Parce qu'elle a dit absolument pas, de façon un peu radicale. Non, mais dans le sens où en fait le CSIA se dit être
d'une branche d'un. En fait, il y a eu plusieurs mouvements quand même. C'est pas la première fois que les autochtones disent on en a marre. Il y a eu plusieurs mouvements autochtones dans le continent. Et en fait, le CSIA, lui, est issu d'un mouvement autochtone qui était un peu plus radical. D'accord. En fait. Et ça il y avait des pas actions à votre démarche. qui étaient. Enfin, ils ont suivi en fait. Voilà, ils ont suivi en tout cas cette lignée-là. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de créer justement et d'ouvrir Idle No More, qui correspond à un idéal de ce que nous, on pense qu'on peut faire. On peut manifester son désaccord d'une autre façon. Et, c'est dans le fonctionnement et les modes d'action. Voilà, dans les idéaux. Oui. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Après, c'est vrai que quand ils ont demandé Enfin, des fois, on est quand même en contact, on se connaît de loin. Il y a un de nos membres qui connaît très bien plusieurs des membres de ce collectif. On n'est pas non plus... on n'est pas opposés. C'est pas cloisonné. C'est juste que vous ne fonctionnez pas de la même façon. C'est vraiment le pacifisme qui est mis, l'action non violente qui est mise... Voilà, c'est la démarche qui diffère un petit peu de... On a un exemple concret, par exemple. Il y a eu à Drouot, à la salle des ventes, il y a eu des ventes de masques OPI qui ont eu lieu l'année dernière et cette année. L'année dernière, c'est le CSIA, donc, qui a été devant Drouot avec des drapeaux et gueuler, faire du bruit. C'est pas normal, on vend des masques. C'était beaucoup dans la démonstration de bruit et de force. Ouais. Bon, les masques ont été vendus. De toute façon, c'est quand même très dur d'empêcher ce genre de... Surtout à Drouot, bien sûr. Voilà, surtout à Drouot. Bon, voilà, en tout cas, ça avait passé, puis ça avait fait du bruit, puis il s'était un peu fait mal voir et virer un peu quand même de Drouot, qui n'aime pas la publicité comme ça, bruyante. Bon, cette année, c'est malheureusement, il y a encore eu une vente... Une mauvaise caisse de résonance sur la tribu Hopi, parce qu'ils n'ont pas compris l'action et la démarche à ce moment-là. Voilà, en fait, dans le truc. Et après, du coup, cette année, il y a à nouveau, il y en a régulièrement, malheureusement, des ventes d'objets sacrés. Et donc, les masques Hopi, pour eux, c'est pas considéré comme des objets, c'est considéré comme des membres de la famille à part entière. Bon, ça, c'est leur croyances. On a chacun des croyances différentes. En tout cas, dans leur, pour eux, c'est vendre les urnes des grands-pères, des membres de leur famille. Pour eux, c'est ça qui a été mis à la vente. Ouais. Donc nous, en fait, ils nous ont contactés aussi pour dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose et tout ça. Il y avait déjà Survival qui avait entamé un truc avec un avocat. Et donc on a été au procès. Oui, on travaille avec Survival aussi. Okay. On a été au procès, donc on a été voir, écouter tout ce qui se disait, même s'ils ont beaucoup bien travaillé en tout cas, et de façon pacifique et en essayant d'avoir les lois. Bon, ça n'a pas marché en fait. Le jugement a débouté Survival de ça. Nous, on a quand même décidé d'aller le jour de la salle des ventes avec Idle No More, manifester pacifiquement notre peine et notre désarroi par rapport à ce qui allait être fait. Et donc, on n'est pas allé crier, en fait. À Drouot, on était en recueillement. J'avais écrit Idle No More sur mon visage. Et je suis rentrée dans la salle des ventes. C'était la première fois que je rentrais dans un endroit aussi glauque de ma vie. Et c'est d'une violence extraordinaire. C'était très, très, très violent, très dur. Et en fait, je pouvais rien dire tellement je trouvais ça écœurant, vraiment, de voir ça. J'avais jamais vu. Donc, de toute façon, je me suis pris plein de claques d'un coup. Et on était avec un autre ami à moi qui est aussi très typé natif amérindien, Roger Nimo, qui a pour le coup une tête de Roger Nimo. Oui. Et du coup, on était tous les deux très dignes, très... On gueulait pas, en fait. Mais ça a attiré l'attention de toute la salle des ventes. Tout le monde se retournait pour nous. Ça a mis très, très mal à l'aise l'ensemble des acheteurs qui étaient présents, qui sont repartis très en colère parce que... Mais vous avez pu entrer malgré les écrits. Je me suis écrit dedans. On s'est écrit dedans. Ah oui, avec des crayons. Ouais. Et après, devant la salle des ventes, donc on a écrit sur des panneaux un message qui résumait pour nous ce qu'on pensait, quoi. Masque sacré, vente sacrilège. Et on était devant avec juste de la sauge. Ouais. C'est ce qu'on avait ressenti. Voilà, c'est ce qu'on avait ressenti surtout par rapport à cet endroit. Donc on était juste avec notre petit panneau, de la fumée. Et on criait pas, en fait. Les gens venaient nous voir. Pourquoi vous avez un panneau ? Ah, mais je suis d'accord avec vous. Non, je suis pas d'accord avec vous. Et finalement, je pense que cette action-là, au final, les masques Hopi sont retournés à la tribu. Ah, grâce à votre action. Non, ça n'a rien à... Non, ça n'a. Enfin, mais par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça a eu un impact certain. En fait, on en a parlé de ça. De dire des gens à Paris. C'est-à-dire que dans la presse, n'étaient pas d'accord. En France, dans la presse aux États-Unis, le fait qu'on ait mené cette action, cela a été relayé sur place, en fait. Et aux États-Unis, par contre, notre action qu'on a eue sur le terrain, là, de façon pacifique et non violente,
reprise aux États-Unis a eu un impact. Une fois que ça a été diffusé, ça a eu un impact et la population américaine a pris fait et cause pour la tribu Hopi et n'a pas compris qu'il y a eu cette vente qui a été effectuée à la salle Drouot. À la salle Drouot, il y avait même l'ambassadeur des États-Unis qui était présent. Son sbire et tout. Enfin, je veux dire, ça a fait quand même des émules de dire des gens en France sont en train de se bouger pour des masques d'une tribu des États-Unis. Donc eux-mêmes, ça a généré tout un truc de dire mais il y a des gens en France là, ils sont en train de faire alors qu'on n'est pas censé justement, comme vous dites, être concerné par des choses loin. Mais si je crois qu'on a cette responsabilité là, et je l'ai déjà dit beaucoup de fois, on a cette responsabilité-là d'être dans un pays où on a quelques droits. Bon, on ne sait pas jusqu'à quand, parce que les affaires actuelles montrent que ça devient de plus en plus dur, mais nous avons a priori la liberté d'expression, on a la liberté de manifester de façon pacifique, devant Drouot, les flics, ils nous ont pas... ils nous ont laissé faire, ils ont vu qu'on était gentils, j'ai dessiné des plumes par terre, il y avait de la fumée, il y avait des panneaux... On n'était pas agressif. C'est effectivement un mode d'action qui est assez peu finalement utilisé dans nos revendications, dans notre activisme tel qu'il est pratiqué. Donc effectivement, il y a dû y avoir un moment de stupeur pendant lequel ils ont vu. En plus, voilà, si vous dessinez, il y a ce côté artistique qui doit faire en sorte que les gens joli. Ils se moquaient. Ils ont dit, tu fais un sapin de Noël. Je dis, mais non, ça se voit, c'est une plume. Mais ça, la provocation des forces de l'ordre qui n'ont pas tous leur BTS esthétique. Aussi. Faut quand même le dire. Donc voilà, c'est sûr que ça, c'est le genre d'humiliation un petit peu coutumière de leur relation avec les militants. Et après, la chose bien, c'est que surtout, on a réussi à interpeller plein de gens qui rentraient, qui sortaient de la salle. Donc des gens qui viennent en théorie quand même acheter des choses. Et nous, on s'est dit, on avait la sensation de partir de là en disant on a fait quelque chose de bien. Parce qu'on a conscience. Voilà, on a permis de prendre conscience à des gens qui peut-être viennent là, qui ont eu un cas de conscience et qui se sont retenus. Même qui se disaient mais c'est étonnant, mais qu'est-ce qu'ils font là? Enfin vraiment, moi j'avais l'impression qu'à l'intérieur de la salle, les gens s'attendaient à ce que moi et Roger on fasse un truc d'un coup. On s'attendait, alors nous-mêmes on savait pas, on savait pas. On était juste là. C'était quand Drouot? C'était en début d'année. Je sais pas. C'est récent. C'est très récent. Très récent. Ah oui, non, c'est important. Enfin oui, c'est important de dire que ce type d'action a pu avoir effectivement un impact puisque les masques sur les gens. Ont été. Nous c'est pas le but n'est pas non plus. Enfin, on va pas retourner le monde. Je pense que c'est chaque grain de sable. Parce que les gens qui nous ont vus ce jour-là, peut-être qu'ils vont en parler avec d'autres copains. Tu te rends compte, la dernière fois, je voulais acheter des masques et puis je suis tombée sur une bande de gens qui m'ont expliqué que, en fait... Après, moi, je pense pas que votre démarche soit totalement incompatible ou antagoniste de celle du CCA ou d'autres. Je veux dire, il y a des gens qui réagiraient peut-être davantage à une action un peu plus coup de poing et d'autres qui seraient plus sensibles à ça. Donc, tu parlais de convergence tout à l'heure. Faisons converger également les modes d'action. Enfin, sans en condamner aucun a priori. Bien sûr, tout ce qui marche est bon à prendre, franchement. C'est ça, tout à fait. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas trop la parole. Et donc, les protestataires, les gens impliqués dans le mouvement No More luttent surtout contre cette déréglementation qui fait que les droits des populations autochtones sont bafoués, violés quotidiennement. Oui, c'est un de nos des peuples et de la terre en fait. Oui, mais vous faites un lien toujours très direct entre l'un et l'autre. Parce que c'est interdépendant. Je veux dire la terre qui n'est pas quelque chose d'inerte et qui est quelque chose qui vit. Une fois que vous la spoliez, que vous la saccagez, que vous la massacrez, il y a tout le vivant de la terre qui en découle. Et donc forcément, l'être humain et donc l'autochtone qui est en premier lieu et qui est directement concerné sur sa zone et sur son territoire, va en subir directement de plein fouet les conséquences. Donc on fait partie d'un ensemble. Et d'autant que cette déréglementation allait systématiquement au profit d'intérêts privés transnationaux. C'est malheureusement, c'est malheureusement la réalité du monde dans lequel on vit en 2014. C'est-à-dire au profit du capitalisme. Enfin, faut dire les choses. Oui, ce sont des formes de. Oui, c'est le capitalisme, c'est un impérialisme assez prédateur et assez agressif quand même. Tu peux enlever assez. Totalement prédateur, agressif et voire assassin. Enfin, oui, quand vous voyez que des tribus ou des peuples vont être massacrés, vont être en un claquement de doigts parce que ça a été décidé, bon. On se dit que clairement, en fait, la colonisation n'est pas finie.
Merci de cette phrase qu'on répète très régulièrement et qu'on a du mal à entrer dans la tête des gens qui s'imaginent que depuis les années 60, les décolonisations ont eu lieu et que c'est un combat d'arrière-garde. Là, vous montrez effectivement par votre activité... On est en plein dans un néocolonialisme bien actif, bien vivant, bien vivace. Effectivement. C'est toujours la pratique et la permanence des mêmes façons de faire, quoi. C'est toujours... voilà. Je voulais qu'on parle après des problématiques plus spécifiques au peuple autochtone et à la dimension féministe du combat, puisque demain vous animez une action. Voilà, on en parlera demain, mais peut-être on se réécoute un petit peu d'Idle No More, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse faire plaisir non plus. For you today to offer an apology. Eh bien, on est revenu sortir du colonialisme sur Radio Libertaire 89.4. On continue à parler avec les copines de Idle No More, donc ce mouvement de résistance non violente, j'ai compris, pacifique, j'ai bien compris aussi, et de lutte auto-organisée des peuples autochtones. C'est important aussi d'insister sur l'auto-organisation. Et donc on a vu que un des enjeux principaux, c'était effectivement le combat environnemental, d'écologie un peu radicale et de respect de la terre-mère et de tout ce qui pouvait en découler, mais c'est aussi un mouvement social.
Et quand on parle de mouvement social, on parle de revendications qui sont plus liées à l'éducation, la santé. Donc si vous pouviez nous dire un mot de ça, avant d'aborder un point qui me paraît essentiel et qui articulera avec ce qui se passe demain. Donc voilà. Moi j'ai dû poser ma question, maintenant allez-y, répondez. Oui, le volet social, je dirais qu'il correspond à toute la partie qui est une des revendications d'Aïd el-Mor, c'est de demander l'application et le respect des déclarations des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Parce que, en effet, dans ces droits, il y a, comme vous dites, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à vivre dans un environnement, etc. Et c'est vrai que, de toute façon, la plupart, enfin, c'est un peu généraliste, mais de toute façon, en général, ils ont beaucoup moins l'accès aux soins, l'accès à l'école, il y a peut-être une école, l'accès même à la nourriture. Je pense au Canada. Des fois, ils sont dans des réserves super loin de toute ville. Il faut rouler 2-3 heures en voiture. Et des réserves qui sont au Canada, mais on n'a pas l'impression quand on est dans ces réserves-là, qu'on est au Canada, on a l'impression d'être dans un pays éloigné du tiers-monde, carrément. Ce sont des conditions de vie vraiment tiers-mondistes. Exactement, c'est ça, quoi. La violence des conditions de vie est quand même assez particulière. Donc pourtant, dans un pays qui se dit un pays faisant par... Oui, voilà, un pays riche. Ouais. Voilà. Ouais. Donc les gens vivent dans des conditions assez difficiles et c'est tout là l'aspect social de dire bon bah d'accord, on a peut-être le droit de vivre que dans cette zone-là, mais enfin donnez-nous. Mais déjà ça, c'est la première violence, quoi. Elle est déjà là aussi. Oui, c'est cette confiscation de l'espace, elle est là. Que là. Ouais. Ils peuvent vivre que là contre. Ça fait partie des questions des fois que les gens posent qui énervent, mais on dit oui c'est des assistés et ils ont des aides de l'État. Oui bah alors c'est comme la CAF en France, on n'est pas super riche parce qu'on touche des APL. Mais comme le RSA, s'ils veulent changer avec nous, qu'ils le fassent. Hein. Exactement, ce serait bien. Mais voilà, donc en effet, ils ont des aides, mais il y a certains endroits aussi où ils ne payent pas de taxes, mais tant qu'ils ne sortent pas de la réserve, en même temps, la réserve, les communautés ne leur offrent pas forcément les possibilités, par exemple, d'éducation. Il n'y a pas d'université dans la réserve. S'ils veulent étudier, il faut qu'ils sortent de la réserve. Donc c'est une façon s'il sort de la réserve, il va devoir payer des taxes et il n'aura pas forcément le droit aux mêmes aides que les autres gens du même pays, en fait. Donc c'est vrai que c'est une discrimination qui est très forte, bien sûr. Super forte. Mais que les tenants du libéralisme le plus exacerbé font passer effectivement comme un privilège. Mais et surtout que c'est quand même un comble c'est quand même un comble que des populations qui sont originaires, qui habitaient en premier lieu le territoire soient astreintes à ce type de vie. C'est le principe du colonialisme, non ? Tout à fait. On est encore au jour d'aujourd'hui, en 2014. Ils ont des pièces d'identité distinctes. Mais ce que vous venez de dire, ça fait tout de suite penser à la situation en Palestine. Oui. Où effectivement les gens étaient là auparavant, sont parqués dans ce qu'on peut appeler des camps, n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à l'eau. Enfin, il y a vraiment des similitudes. Et c'est en ça que c'est super important effectivement de montrer que toutes ces luttes, elles ont un ennemi commun qui est le libéralisme, le colonialisme. Voilà, tout ça s'articule et que les combats peuvent effectivement se lier parce qu'il n'y a pas tant de gens qui ont envie de lutter contre ça avec les moyens qui sont les leurs et qui sont tous respectables. Après, ce que moi je voulais rajouter par rapport au mouvement Aïd el-Mor et l'aspect social et l'aspect humain, ce qui a vraiment permis toute l'année dernière de faire grandir énormément le mouvement dans tout le continent, c'est que je ne sais pas s'il y a eu une décision mondiale qui a été prise, mais l'année dernière, vraiment, on a ressenti, on a vu, on a constaté une montée en puissance de la violence envers tous les peuples autochtones, que ce soit en Colombie, que ce soit, enfin, on les a vus un par un sortir dans la rue, mais par millions, dans les rues, au Brésil, en Colombie, au Chili, dans les Amériques, aux États-Unis, voilà, dans les Amériques, toute l'année dernière, ils sont vraiment sortis dans les rues. Ils ont vraiment fait des manifestations, mais énormes. En fait, comme disait Emmanuel, on a mis de côté que tu es de la tribu du Nord, que je suis du Sud. En fait, on est tous dans la même galère. Au final, ils veulent nous virer. Ils sont en train de polluer l'eau et la terre. Donc, tout le monde a mis de côté ces petites différences locales.
Et tout le monde est sorti défiler ensemble dans la rue. C'est arrivé en Colombie, c'est arrivé vraiment dans chaque pays, chacun son tour. Toute l'année dernière, on prend mois par mois, chaque mois, il y avait des peuples autochtones dans la rue. Mais pas 10, 100, 200, c'était, je dirais, 70% de la population autochtone de chaque pays qui avait décidé que là, c'est bon, il y en avait marre. Ça aussi, c'est quelque chose qui était assez peu relayé ici. Oui, et très, nous, très peu on a relayé. essayé de relayer ça, parce que on regarde ça avec admiration, avec foi, en même temps, en se disant, on est de plus en plus nombreux à dire on en a marre. Oui. Et Oui, ça peut donner confiance dans l'aboutissement de la lutte. Exactement, et puis aussi dans cette idée où on a l'impression de créer une toile. Il y a avant-hier, mercredi, j'étais à l'UNESCO. Il y avait 2 dames incroyables qui sont venues faire des conférences. Il y avait Manon Barbeau et comment elle s'appelle, et Michel. Et en fait, ces 2 femmes, donc il y en a une, c'est la présidente des peuples autochtones du Canada, Oui. et l'autre est en fait réalisatrice de documentaires. Et vraiment, elles ont parlé, chacune a présenté leur projet, ce qu'elles font dans leur vie. C'est toutes des activistes depuis 40 ans, des femmes qui ont essayé de bouger et la condition de la femme au Canada et en même temps la condition des femmes autochtones, les droits des femmes autochtones. Et toutes les 2, elles parlaient, et puis chacune dans son discours disait « Idle No More » en plus, depuis 2012, « Idle No More ». C'était une conférence, on ne s'était pas parlé avant. Donc moi, j'étais très contente dans la salle, j'écoutais toutes les 5 minutes qu'elles disaient « Idle No More, Idle No More ». Et puis à la fin de la conférence, une fois qu'elles ont présenté tout ce qu'elles ont fait, tous leurs espoirs, tous leurs rêves, toutes les réussites, ils demandent au public, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Donc je me lève et je dis, voilà, moi je m'appelle Maria et je suis de Idle No More France. Elles étaient super émues. J'imagine. Et moi-même, j'étais super émue de toute façon tout le long de la conférence de les écouter. Parce qu'on s'est dit, mais c'est concret, quoi. On est en train de créer un vrai réseau de gens qui luttent d'une autre façon. Et c'est ça qui se passe en fait. Oui. De plus en plus, on se rencontre, et même avec d'autres personnes en Amérique latine, en Amérique centrale. Et j'espère, ce jour-là, d'ailleurs, à la conférence, j'ai rencontré une dame du Togo. Donc je me suis dit, bientôt, on va faire des liens jusqu'en Afrique. Oui. Et En tout cas, c'est le projet. voilà, le projet, c'est de dire, de se réveiller tous ensemble, de créer, de se rejoindre au-delà de nos Mais différences. comment vous faites pour vous faire connaître? Vous êtes actif sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre, mais vous avez des bulletins d'information. Vous avez, d'ailleurs, je crois que vous avez un site, si vous pouviez donner des informations pour que les gens, je le dis dès maintenant pour pas qu'on oublie après. Alors c'est vrai qu'on est surtout dans l'action, j'avoue. Oui, mais par exemple, pour les gens qui veulent préciser, rejoindre vos actions, voilà, par exemple, parce que... voilà. Qui veulent rejoindre nos actions, donc on a une page Facebook qui s'appelle Idle No More Paris. On a un groupe sur Facebook qui s'appelle Idle No More France, groupe actif, donc où on relaie toutes les actions qu'on fait. On a un email en fait où vous pouvez vous inscrire et on vous envoie à chaque fois qu'on fait une manifestation, une liste de diffusion. À chaque fois qu'on fait une action, vous pouvez nous envoyer un email en disant est-ce que vous voulez être tenu au courant des pétitions à signer, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on peut soutenir. Donc on envoie les pétitions qu'on juge intéressantes, importantes à signer. Il y en a une qui tourne en ce moment. Les appels, oui, il y a NDCOCID. J'ai pris oui, mais il y en a une qui tourne, oui, c'est vrai, il y a NDCOCID, c'est pour donner des droits à la nature. On demande aux citoyens européens de se bouger sur ça. Et voilà. Et donc je donne l'adresse, on a 2 adresses mail selon si ça concerne le territoire français ou si ça concerne en particulier l'Île-de-France et Paris. Donc la première c'est INM, les lettres, inm.paris@gmail.com. Et l'autre pour l'ensemble du territoire, donc c'est Idle No More France, tout collé. Donc Idle, ça s'écrit IDLE. Idle No More France @live.fr. Ok, c'était important de le dire parce que voilà, c'est une façon aussi de rester faire, en contact. puis de faire en sorte que les gens qui ont envie de suivre vos actions continuent. Et là justement, alors le lien, tu parlais d'écocide et donc on parle aussi, puisqu'on parle de la dimension féminine, de féminicide. Donc cide, ça veut dire celui qui tue en latin, tout ça. Moi j'ai fait latin à l'école. Mais si c'est vrai. Tout à fait. Et donc voilà, donc tu parlais aussi des luttes de femmes. Le mouvement est né à l'initiative de 4 femmes du Canada. Et il y a une action qui est programmée pour demain. Voilà, mais alors,
Pourquoi est-ce qu'on parle de féminicide? Donc toute cette violence à la fois sociale, idéologique, physique, tout ça, on a l'impression que les femmes, comme souvent, comme partout, et il se trouve qu'on est le 7, donc demain c'est le 8, la journée, non pas la journée de la femme, comme ça me saoule de l'entendre dire, mais la journée des droits des femmes, voilà, donc c'est important. Et donc on parle du féminicide parce qu'il y a une violence particulière, un deuxième degré de violence que subissent les femmes. Alors, il y a un féminicide assez, là pour l'action de demain qui est proprement localisée au Mexique, mais enfin c'est la raison première du mouvement qui va y avoir lieu demain. Mais au final, on s'aperçoit que ça ne touche pas que le Mexique, ça touche aussi d'autres pays du continent américain où les femmes sont victimes de violences incroyables, où il y a un fort taux de femmes qui sont enlevées, qui sont assassinées ou qui disparaissent. D'ailleurs, ça me fait penser, moi j'ai envie de raconter une anecdote parce que quand je la raconte, les gens ils y croient pas. Une femme. Tu fais bien de nous l'annoncer. Non, comme mais ça. c'est vrai. Les gens, ils y croient pas, je vous assure. Il y a aux États-Unis, n'importe quel homme peut rentrer dans une réserve, violer une femme, d'accord. La réserve, les gens de la réserve, même s'ils savent que c'est lui qui l'a violée, ils pourront rien faire. Si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'accord, un Américain qui vient. Mais en même temps, l'État américain, comme ça s'est passé dans la réserve, l'État américain ne fera rien non plus. Parce que c'est un territoire parce que c'est considéré hors de la loi. Enfin, voilà, c'est considéré comme étant faisant partie. Enfin, ils font la loi dans leur propre truc. Sauf que un citoyen américain qui va dans la réserve, lui, n'est pas concerné par les lois des autochtones, parce qu'il n'est pas autochtone. Et en même temps, les autochtones ne peuvent pas le punir selon leur loi puisqu'il n'est pas autochtone. Donc en fait, il y a un paradoxe hallucinant dans ce. Il y a un paradoxe. C'est pour ça que je vous dis, personne ne croit quand je raconte cette histoire incroyable. Il y a énormément d'abus sur ces choses-là, d'enfants autochtones qui disparaissent, de femmes autochtones qui sont abusées directement dans les réserves et qui profitent de ces espèces de zones trucs, de non-droit, de non-droit hallucinantes au niveau de la loi, quoi. Que même l'État américain, même si on sait qui c'est, même il peut revenir, il y a des gens qui sont ça, quoi. Donc il y a des comment on appelle ça, des prédateurs. Voilà, des prédateurs, mais il y a des gens qui essaient de s'organiser pour protéger du coup les populations locales. Enfin, on se retrouve dans des paradoxes de fou. Oui, c'est terrifiant. En gros, ce que tu nous dis, c'est que d'un côté, la réserve est considérée comme autogérée. Exactement. Vous avez vos propres réglementations. Et d'un autre côté, voilà, un Américain, donc on va dire blanc, puisque en gros, c'est ça l'histoire, peut rentrer. Et il a tous les droits. Voilà. Tout simplement. Exactement. Mais ça aussi, c'est le colonialisme le plus criminel. À 200%, tout à fait. C'est d'une violence inouïe. D'où l'évidence pour nous en tant que sortir du colonialisme déjà de vous avoir invité, et merci d'avoir accepté l'invitation, mais surtout de continuer à travailler avec vous parce que vous dénoncez aussi ça. Et donc encore une fois, je reviens sur cette dimension féministe que le mouvement porte, c'est que donc les femmes sont les premières victimes de ça. Tu parlais des disparitions, les disparitions, c'est aussi une pratique malheureusement qui a été courante durant la guerre d'Algérie, mais aussi avec cette importation des méthodes en Argentine, au Chili, voilà. Donc les disparus, on sait ce que ça veut dire. Ils sont pas disparus pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est terrifiant. Ouais, mais c'est plus que triste. C'est voilà, c'est la première violence. Et donc demain, il y a ce rassemblement. Alors demain, il y a un rassemblement pour lutter contre le féminicide au Mexique et contre l'ensemble des violences faites à toutes les femmes. Le mouvement Idle No More France lance un flash mob demain à 13h devant l'ambassade du Mexique. C'est très important d'être à l'heure parce que comme après on veut rejoindre la deuxième manifestation, il faut être super ponctuel. Mais donc du coup, pour que les gens soient ponctuels, mais où est l'ambassade du Mexique ? Alors, c'est 9 rue de Longchamp, oui. Métro Iéna. Et voilà, métro Iéna. 9 rue de Longchamp, métro Iéna. Donc et à 13h. Et à 13h, parce que juste après, on enchaîne avec une grande manifestation 14h à 14h à Belleville. À 14h à Belleville. Donc vous pouvez emmener vos tambours pour la manifestation demain. Mais il me semble d'ailleurs que tu as un tambour. Oui, voilà, j'ai emmené mon tambour là aujourd'hui. Mais demain, vous pouvez aussi emmener vos tambours, des maracas, des petites percussions. En fait, les flash mobs Idle No More, ce sont des flash mobs vivantes. Oui. On ne fait pas de chorégraphie de nos gestes. On fait une round dance
comme ça se fait dans beaucoup de cultures, on partage quelque chose, on communie ensemble, tous les gens qui décident d'être là, et on chante ensemble. Et c'est un rassemblement non mixte ou Si, il est mixte. Il est bien mixte. sûr. Mixte, Non, il est mais mixte. je demande Si, je sais. Si, important. Non, et c'est important. Idle No More, même si c'est un mouvement qui est né de 4 femmes, les hommes sont beaucoup actifs sur le terrain aussi, et ils ont une place très importante aussi. Bon. Et il n'y a pas de Non, mais c'était pas une histoire d'ostraciser, mais c'est vrai que parfois, moi, je peux comprendre que dans le cadre militant, il puisse arriver qu'on ait besoin d'espaces non mixtes pour pouvoir exprimer certaines choses. Que du fait d'être femme dans un monde militant dominé malgré tout par les hommes, il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire parce que notre parole, elle serait forcément minimisée par. Donc voilà. Toutes nos actions sont mixtes. Toutes nos actions, ouais. Bon, c'est super. Est-ce que tu voulais nous jouer éventuellement ou... Eh ben, ça dépend si vous chantez avec moi, parce qu'en fait, c'est pas des choses qu'on fait toutes seules. Je ne chante pas. En fait, je suis désolée, je ne chante pas. Je peux faire des tas de trucs, mais je ne chante pas. Mais en même temps, pour vous rassurer, en fait, c'est pas des chants qui nécessitent de connaître la musique. C'est pas des chants qui nécessitent de connaître la musique. Ce sont des chants qui sont transmis de génération en génération, qui sont pas... c'est de la musique... je peux pas dire que c'est de la musique pas musicale, c'est de la musique de l'âme. C'est de la musique qui a un sens, qui raconte des choses. Donc je sais pas, moi je veux bien qu'on fasse un truc tous ensemble. Allons-y. Je vous le montre, c'est le chant, du coup comme ça, les chers auditeurs, c'est le chant que nous allons faire demain. Et auditrices. Et auditrices, c'est le chant que nous allons faire demain. C'est la répète. Ce chant s'appelle le chant des femmes guerrières. D'accord. À vous avec moi. Merci beaucoup. C'est super prenant et émouvant tout de suite. Parce que c'est pas de la musique, c'est de la musique qui rentre dans ton corps. Exactement. Tu sens avec la percussion et les paroles, c'est difficile de parler après. Je ne peux pas vous le cacher. Donc voilà, on a fait la répétition pour demain. Ce chant-là, on va le faire à 13h. À 13h. Important, à 13h. Magnifique. Magnifique idée. Et du coup, c'est vrai que ça combine action militante et quelque chose en même temps très beau. Une co-création, on crée des choses ensemble. Je pense que la création, ça fait partie d'une forme de résistance aussi. Ah, le mot est dit, résistance, c'est effectivement important. Je voulais aussi qu'on dise que donc, le mouvement Idle No More, on a compris sur quoi vous étiez actif principalement, mais ici et maintenant, vous tissez des liens avec d'autres mouvements. Donc, vous êtes également dans les réseaux antinucléaires, parce qu'il y a aussi un rapport très net. Vous militez aussi donc, pour Léonard Peltier, on lui a consacré toute une émission ici, et qui est un des voire le plus vieux prisonnier politique du monde. Donc du coup, vous militez aussi sur la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Donc voilà, si vous pouviez nous dire un mot des différentes luttes sur lesquelles vous êtes active. En ce moment, donc, il y a Ndécocide en Europe. Oui. Donc vous pouvez retrouver sur internet sur www.endecocide.eu. En fait, c'était une initiative citoyenne en fait à appeler les citoyens européens à voter en ligne. Les gens, quand on leur demandait de donner leur numéro d'identité sur la page internet, n'ont pas compris. Donc du coup, il n'y a pas eu assez de gens qui ont voté. Personne n'a compris que c'était un vote sur internet. Donc du coup, c'est devenu une pétition parce que ça, les gens comprennent qu'il faut signer une pétition. Donc sur le site internet, vous regardez Ndécocide en Europe. Maintenant, il y a une pétition qui tourne pour demander de donner des droits à la nature et qu'on vote pour qu'on puisse
traduire en justice les entreprises multinationales qui impactent et qui polluent notre environnement. Donc, oui, effectivement, utilisons toutes les armes qu'on a à notre Exactement. disposition, oui, effectivement. Et le mouvement aussi présent sur des causes qui sont très importantes aussi et qui touchent le territoire français. Le mouvement est présent sur en soutien et en défense de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Merci. Oui. Oui, et aussi quelque chose qui est un peu plus loin que Notre-Dame-des-Landes, mais pas très éloigné, dont pas grand monde ne parle, c'est la forêt de Brocéliande, qui est... Celle de Merlin l'Enchanteur. Exactement. Tout à fait. Et cette fameuse forêt mythique et légendaire, qui est une forêt, on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais qui est une forêt primaire. Et donc, dans le cadre des forêts primaires, ça veut dire que le patrimoine qu'il y a dans ce lieu et l'espace de vie qu'il y a dans ce lieu est quelque chose à part. C'est un écosystème qui est complètement... qui devrait être d'office protégé et qui en France ne le sera pas parce qu'on a l'intention d'enlever la forêt de Brocéliande pour y mettre une décharge. Un bout de la, dans un bout de la forêt. Dans un bon bout de la forêt, on veut... C'est en Bretagne aussi, Brocéliande. Voilà. Tout à fait. Et ça non plus, effectivement, c'est vrai qu'on en entend parler, mais de façon très très ponctuelle, voire confidentielle. Quoi. Les associations qui s'occupent de ça ont été traduites en justice, etc. On les a contraints à mettre genoux à terre. Exactement. Mais ça, c'est la criminalisation du mouvement social qui continue et qui est de plus en plus violente et qui effectivement empêche la connexion entre les différentes, les différentes luttes dont vous êtes en train de nous parler. Donc, Brocéliande, il y a des actions prévues? Oui, il y a des actions qui vont être prévues. Pour l'instant, c'est en train de se structurer, de s'organiser. Mais vous relayerez sur votre site? Oui, tout à fait. On va relayer. De toute façon, toutes les informations, on les relaie. Et il y a aussi une action qui va être qui va se constituer parce qu'il y a quelque chose de très important qui se passe aussi en territoire français, qui se passe en Guyane. Territoire français, merci la colonisation. Oui, tout à fait. Un territoire colonial, un bout de colonie en fait, qui est très loin, qui est dans un espace mythique éloigné. La Guyane englobe plein de fantasmes coloniaux et de poncifs coloniaux qui entourent la Guyane. Et en Guyane, et notamment dans la partie de la Guyane française, dans le découpage colonial, la partie française, il y a ce qu'on appelle il y a des populations autochtones, des natifs qui vivent sur place et qui sont victimes en ce moment, au moment où nous parlons, de ce qui se passe, avec l'orpaillage, des projets miniers d'orpaillage illégal, qui ne sont pas ni condamnés par le gouvernement français, ni condamnés par la justice française. Ce sont des zones de non-droit. Pareil. Il y a les prédations environnementales sont importantes, mais aussi les peuples qui vivent sur place sont directement impactés et certains ont des mises en danger immédiates. Et ça se passe en territoire français. Oui. Alors, en territoire français, c'est vrai que les déprédations de territoire et les pollutions de territoire sont quand même conséquentes. Donc, il y a l'orpaillage illégal en Guyane. Il y a aussi... On reste un petit peu dans la même zone et on remonte, on arrive en bassin caribéen avec la Martinique et la Guadeloupe où on a eu une pollution extraordinaire. Phénoménale au chlordécone et qui s'est prolongée encore récemment avec des épandages aériens de produits toxiques qui font que la Terre a été empoisonnée aussi et de manière massive. On en a parlé très régulièrement durant la semaine anticoloniale qui s'est achevée donc lundi dernier et on a eu plusieurs conférences effectivement sur les dangers que ça a apporté à la santé publique et effectivement la contamination criminelle, chlordécone, l'épandage, tout ça on en a longuement parlé. Donc il y a aussi effectivement en territoire hexagonal des situations de pollution de terre, etc. Et avec des autochtones qui sont concernés. Dans la Creuse aussi en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on va s'intéresser aussi un petit peu à ça pour relayer la cause des personnes qui sont sur place. Et donc défendre un territoire sain, défendre des conditions de vie saines dans son espace de vie, c'est pas quelque chose
de fantasmagorique, c'est quelque chose qui est concret et c'est quelque chose qui est quand même important parce que c'est fondamental. Et le mouvement aussi est engagé justement par rapport à ça parce qu'on va être concerné par un traité, enfin on ne veut pas trop l'appeler traité parce que quand on appelle traité, ça veut dire qu'on est d'accord pour pouvoir le signer. Il y a en place qui se met le pacte transatlantique ou le TAFTA. TAFTA, oui, c'est voilà. La dénomination anglaise pour le moment, mais enfin je ne l'ai pas. Mais bon, c'est en tout cas c'est un projet de mise en place d'accords commerciaux entre l'Union européenne et l'espace nord-américain avec les États-Unis et le Canada pour pouvoir mettre en place une espèce de mainmise sur les droits. Voilà, de mainmise. De confiscation des droits encore. De droits des citoyens et même des États, en fait, finalement, pour donner les droits aux multinationales. Et ce traité, il y a une date prévue de signature, par exemple On est là. Alors, ça se passe. Il y a plusieurs phases de négociation. Là, la semaine prochaine, vont commencer le 4e cycle de négociations concernant là-dessus. Alors, c'est négocié par des technocrates et par des personnes qui ne sont pas élues. Ça sera ratifié. Les ratifications ne sont pas prévues de passer par la case ni le référendum dans les États, ni par les cases Parlement. C'est des retocages. Donc c'est de l'arbitraire total. C'est de l'arbitraire. Ce sont des retocages vampiristes. Voilà, ils ont retoqué des choses pour lesquelles les populations s'étaient déjà prononcées et avaient dit non. Donc, je parle du traité de Lisbonne et de la taxe, etc. Oui, et voilà. Non, et donc ils ont réhabillé tout ça, mais de manière beaucoup plus globale parce que ça va impacter toute la vie de tout le monde, dans plusieurs secteurs de la vie de chaque personne qui va être directement concernée par ce traité. Et une fois que les négociations entre eux, de manière très confidentielle, très privée, vont aboutir, c'est pour prendre effet directement. Donc on va avoir une entrée en vigueur de façon arbitraire et violente. Pratiquement, oui. Et ce ne sera pas pour dans 20 ans, ça va être pour au mieux 2015, au pire 2016. Ça veut dire c'est demain. C'est demain. Donc ici, c'est très très important de s'informer de ce qui se passe concernant le TAFTA. Il y a une résistance en France venant de la part de différentes organisations qui se sont fédérées dans un collectif qui s'appelle le collectif Stop TAFTA, dont font partie plusieurs collectifs citoyens, dont nous, Idle No More en France, aussi, les indignés de Réelle Démocratie, les entraîneurs, le collectif de citoyens des entraîneurs. Tous les mouvements qui viennent de la base, en fait. Oui. Bon, il y a quelques syndicats qui s'y sont mis, quelques partis politiques qui veulent rejoindre aussi. Bon, vous êtes méfiant. Enfin, on se doit d'être méfiant quand les partis politiques décident de s'investir sur une lutte. Tout à fait, surtout qu'on sait que la semaine prochaine, non seulement ça, c'est qu'il y a une opération qui va être menée par un parti européen qui a l'intention de mener une campagne pour désinformer sur le TAFTA. Donc il est très important pour la population d'essayer de se tenir au maximum informée et d'informer autour d'elle, parce que cette lutte-là, c'est une lutte qui va être très importante et on est tous concernés, en fait. Ce qui est horrible, c'est que personne n'en parle, en fait. Nous en parlons sur Radio Libertaire. Vous en parlez, nous en parlons. Et nous vous êtes allons une radio continuer. à part, ça on le sait aussi. C'est vrai. Franchement, avec tous mes copains, avec tous mes copains militants, on parle toujours de dire, ouais, mais Radio Libertaire, quoi. Je ne lui ai pas demandé de le dire. Elle l'a dit. Non, mais c'est vrai que c'est une radio qui met en avant des luttes qui ne sont pas forcément abordées dans d'autres médias. Mais qui sont même volontairement pas abordées dans d'autres médias. Et donc, du coup, par rapport justement directement au TAFTA, pour pouvoir, parce que la presse classique qui n'informe pas beaucoup, qui désinforme quand elle informe, voilà, sur le TAFTA, il y a une opération qui va être menée le 10 mars sur l'esplanade qui est en face des locaux de France Télévisions à 18h30. C'est une action qui est initiée par pour le collectif Stop TAFTA, par le collectif citoyen des engraineurs. Donc le but, c'est d'être présent. On va faire c'est une action non violente, pacifique, pour alerter les médias. Il y aura une opération de Scrabble géant. On a besoin de monde. On a besoin de monde. Si tout le monde, un maximum de personnes
pouvaient être présents ce soir-là. Et ceux qui ne peuvent pas être présents ce soir-là, parce que tout le monde n'habite pas Paris et tout le monde ne peut pas être disponible à 18h30, il y a une campagne de mailing, d'envoyer un mail à France Télévisions. On a sur la page du collectif des citoyens engraineurs ont la lettre type à envoyer. Il y a une page, cette action, effectivement, d'envoyer les mails Donc, à ce moment, pour essayer d'apporter sa petite graine. Au moins de montrer qu'on est conscient de ce qui se passe et que, et comme tu le disais tout à l'heure, résistance. La résistance, 2014 va être une année de résistance intensive. On arrive au bout de notre émission. Je vois les camarades de Radio Espéranto qui sont là. Je voudrais qu'on conclue. Alors déjà, je vous remercie beaucoup les filles d'être venues présenter ce mouvement. Merci pour l'invitation. Et je pense qu'on continuera à faire des choses avec vous aussi, si vous en êtes d'accord. Je voudrais qu'on termine cette émission avec un morceau qui n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire là, mais c'est super important. C'est en soutien avec nos camarades anarchistes, syndicalistes, révolutionnaires en Ukraine qui se trouvent pris entre le feu du nationalisme et de l'impérialisme. Et donc, faut vraiment faire très très attention à ce qui se dit sur l'Ukraine et apporter toutes nos solidarités aux camarades qui se battent là-bas pour des valeurs qui sont les nôtres. Voilà.